Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Soral qui était le grand invité de GPTV hier soir. Il va revenir sur quelque chose qui me tient à cœur et quelque chose qui à mon sens serait extrêmement bénéfique, même si je sais qu'une grande partie bien sûr de la droite française et du camp national ne sera pas d'accord avec moi. Mais juste avant bien sûr d'écouter Soral, n'oubliez pas comme d'habitude, j'ai besoin de votre soutien, vous le savez, la chaîne est censurée, donc n'hésitez pas à vous abonner, le pouce, un commentaire, le partage bien sûr sur vos réseaux sociaux, le boost également. N'hésitez pas à me rejoindre sur Patreon, c'est un bon moyen de m'aider. Et puis surtout, vous avez du contenu exclusif. Et puis je remercie tous les donateurs, hein, tous ceux qui m'aident. Merci à vous, que ce soit sur Tipeee ou sur YouTube. On regarde l'extrait, on en parle juste après. Quand un empire n'est plus gagnant-gagnant, tout le monde veut s'en débarrasser, et ça fait que ce soit l'empire turc ou avant lui l'empire romain, un empire fonctionne quand tout le monde a intérêt à participer, parce qu'en fait c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que vous avez la mosquée et le souk, parce que souvent les gens n'ont pas compris sur la longévité de l'empire musulman, et puis pourquoi à un moment donné il y a son déclin, quoi. Et donc tout ça nous amène à faire des analyses un peu de fond, de fondamentaux, et en fait, on va dire, Trump est l'incarnation d'une Amérique qui refuse l'atterrissage en douceur momentanément, et en le refusant va l'accélérer et augmenter son coût pour eux. Et c'est l'analyse de Todd en réalité qui est assez juste, hein. C'est qu'à un moment donné, il faut compter. L'Amérique n'a plus les moyens, hein, qu'elle avait après la Deuxième Guerre mondiale, et où là où elle a imposé effectivement ça, et où on pouvait penser à une Pax Americana. Aujourd'hui, on voit bien que c'est que l'Amérique est un fauteur de désordre, un fauteur de guerre, et en plus avec l'élément supplémentaire qui est mené par un petit pays qui s'appelle Israël, qui lui a une relation aux autres qui est totalement dysfonctionnelle intégralement, parce que en fait c'est une vision en fait totalement religieuse, et malheureusement c'est ce que j'ai expliqué, notamment pour la chute inéluctable du nazisme. C'est qu'à un moment donné, quand vous pensez que vous avez une destinée manifeste et que Dieu est avec vous, vous pensez que Dieu pourvoira à ce qui vous manque, hein. C'est-à-dire l'intercession divine. Or, j'ai beau être attaché à une certaine spiritualité, ça n'existe pas, les intercessions divines. Moi, je crois à la phrase de Staline, combien de divisions? Et à un moment donné, le réel, c'est le retour inéluctable du réel. Hitler avait beau avoir une vision aérienne de l'Allemagne, il avait raison que l'Allemagne était devenue, en partant de la Prusse à l'Allemagne de 1933, la puissance continentale qui dominait, qui avait vocation à dominer la France, la Russie, et qui menaçait l'impérium anglais. Mais ça ne voulait pas dire pour autant qu'il y aurait Germania pour 1000 ans. Et à un moment donné, il ne faut pas confondre d'être devenu un acteur majeur du monde en partant je rappelle, de la Prusse, qui était un petit truc, hein. Si on prend Frédéric II, c'est une montée hyper rapide, ce qui fait qu'on a effectivement une énorme puissance avec un problème d'espace vital, et puis une arrogance, hein. Et malheureusement se greffe là-dessus une vision religieuse et un peu délirante. Ça, c'est la Bavière, hein, c'est le côté romantique. Le côté romantique est pas très prussien du nazisme. Et on se met à délirer, à faire n'importe quoi, et ça finit mal. Et ça finit mal. Et malheureusement, je dis, aujourd'hui, Trump est un accélérateur de fin d'empire, hein. C'est parce que voilà, quand vous voulez pas comprendre et que vous vous énervez, et ben ça finit encore plus mal. Mais malheureusement, ce encore plus mal va passer par un moment très très dur pour qui? Pour nous les Européens, hein, parce qu'on est très très mal positionnés dans ce conflit. En ce moment, bah, c'est simple, la Russie prend beaucoup d'argent sur le pétrole. La Chine, finalement, mène sa guerre à distance contre les États-Unis, hein, d'une certaine manière, par proxy. C'est l'Iran qui fournit comment dirais-je, le sang et le courage. Mais c'est évident que ce bras de fer est favorable à la Chine. Et, euh, et puis après, il y a, je vous dis, la question israélienne, hein, qui est la plus dure à On va, traiter, hein. on va rapidement parler. Je tenais juste à rappeler quelques points importants. Parce qu'on parlait de la fin du pétrodollar. On a déjà des éléments qui se sont confirmés, parce qu'on a eu l'opération Venezuela. Et on sait que la communication de la Maison-Blanche, c'était le fait de saisir le pétrole et même de pouvoir enrichir les Vénézuéliens. Mais rappelons-le, cette information, elle n'a pas vraiment fait la une des journaux. C'était surtout l'arrestation de Maduro. Les compagnies pétrolières ont refusé les contrats qui étaient proposés parce
que ce n'était pas du pétrole. Enfin, ça coûtait extrêmement cher. Oui, le pétrole vénézuélien n'est pas du tout exploitable comme ça vite fait. Toutes les infrastructures pétrolières vénézuéliennes sont obsolètes. Il faut faire d'énormes investissements. Et le consortium pétrolier américain, c'est plusieurs multinationales, ont dit c'est au-dessus de nos moyens de mettre autant d'argent pour un pétrole qu'on récupérera dans X années. Donc en réalité, le deal, c'est que les Américains vont être obligés de laisser les Chinois financer la relance du pétrole vénézuélien en disant après on partage le gâteau, vous investissez, vous en profitez, mais nous on veut garder le contrôle politique et géopolitique du Venezuela. Et en fait le bras de fer en ce moment entre la Chine et les États-Unis, notamment sur l'Amérique du Sud, c'est qu'il n'y a que les Chinois qui peuvent investir fortement là-bas, et les Américains sont obligés de dire aux Chinois on vous laisse investir, mais on veut le contrôle. C'est-à-dire qu'in fine, on veut le contrôle. Et les Chinois ne sont pas forcément contre. Hein. Pour les Chinois, finalement, sont dans une logique de commerce. Ils sont pas les Chinois ont toujours été un empire défensif. Hein. C'est pas des conquérants. Leur conquête se fait par le business en ce moment. Et voilà. Et en fait, la conquête guerrière, il faut bien comprendre que c'est celle qui coûte le plus cher et qui est la plus aléatoire. Parce que vous faites des ennemis, ça coûte très cher. La guerre, c'est ce qui coûte le plus cher. Hein. Louis XIV disait bien que c'est pas Versailles qui avait ruiné la France, c'était ces guerres incessantes qui coûtaient beaucoup plus cher que de construire un château. Et surtout, la guerre n'est rentable que si derrière il y a de la prédation. Il faut rappeler pourquoi les guerres napoléoniennes, à un moment donné, ont été financées par les grands banquiers. C'est parce qu'on allait piller tout le reste du monde connu, hein, mais en se faisant détester partout. Et puis ça a mal fini pour Napoléon, comme ça a mal fini pour Hitler. Et là, je vous dis, on est dans le bouquet final de l'empire thalassocratique américain, avec cette inconnue encore plus dangereuse qui est la donnée israélienne. Parce que déjà, l'Amérique, là, on est dans un empire qui s'énerve parce qu'il ne veut pas admettre son déclin, mais ce déclin est inéluctable. Et on voit bien qu'il y a encore des gens aux États-Unis qui sont raisonnables. Derrière Trump, il y a beaucoup de gens qui disent cette aventure iranienne est une connerie, l'Iran n'est pas le Venezuela, ça nous coûte très très cher, Trump, ça va lui faire perdre le pouvoir. Et donc il y a une poussée raisonnable aux États-Unis en ce moment, une colère des militaires, une colère des soldats. Tout ça est très positif d'une certaine manière. Voilà, ça va permettre peut-être, je vous ai dit, de drainer le marais par une autre méthode. Sur la question israélienne, alors là, c'est beaucoup plus compliqué voilà, de penser. Déjà, première question, Alain, sur le sujet. Voilà, on va attaquer le sujet israélien, ô combien important, d'autant plus que nous sommes en France, en tout cas la majorité de nos spectateurs sont en France, donc ils savent très bien quelle est la communication actuelle sur le conflit, c'est pas du tout binaire. Donc on sait là que les États-Unis vont payer le prix cher, enfin le prix fort, c'est-à-dire là on sait déjà le taux d'endettement, l'impact aussi sur le moral, la confiance du public avec les soldats américains morts, ça aussi, une promesse qui a été rompue, le Trump qui amené de faire venir des bots sur l'île de Karg, là aussi, promesse rompue qui fait extrêmement peur au public américain, et il y aura les conséquences de l'inflation et du choc pétrolier. Donc là, les États-Unis semblent payer le prix fort, donc finalement, on se pose la question des intérêts de cette guerre. Et là, le sujet donc israélien arrive à tenir face à l'Iran, même s'il y a eu des défaillances du nombre de fer. Première question, Alain, est-ce que Israël peut sortir victorieuse de manière purement pragmatique si on retire les États-Unis de ce conflit face à l'Iran? Moi, j'y crois absolument pas. Non, Israël, déjà, si les Américains fournissent pas l'armement à Israël, qui, je rappelle, est un armement qui est offert, c'est gratuit. Hein, c'est-à-dire qu'ils ne payent pas, les Américains ne payent pas. Hein, c'est que des prêts jamais remboursés. Israël, avec une vitrine high-tech pour faire joli, est un État parasite. Hein, un État parasite et dysfonctionnel, puisque je rappelle, on ne peut pas faire fonctionner un pays avec une pyramide sociale inversée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire fonctionner un pays avec 70% de profession libérale. Et pratiquement un prolétariat qui ne peut exister que par l'esclavage. Et en fait, le prolétariat, les sionistes pensaient que ce serait les Palestiniens qui se soumettraient à leur nouveau maître comme ils avaient obéi de loin à la domination turque. Et l'histoire ne s'est pas passée comme ça. On est dans une dialectique hegelienne. Le nationalisme palestinien, qui n'existait pas à l'origine, est né de la persécution israélienne. Et les Israéliens savent qu'ils ne peuvent pas utiliser les Palestiniens comme prolétariat. Ils ont pensé aux falachas, ils ont pensé aux Chinois sous contrat. Ils ont un vrai problème, c'est qu'ils ont... c'est un pays... Il faut bien comprendre que le judaïsme faisant des juifs un peuple d'élite sûr de lui-même et dominateur, qui a vocation à n'exister que dans la superstructure, un État juif est incompréhensible
pour cette raison même, puisque en fait, on ne peut pas faire un pays qu'avec des élites intellectuelles. Il faut aussi des prolétaires. Voilà. Et donc, ça veut dire que c'est un État qui est nécessairement esclavagiste s'il veut être fonctionnel. Or, on est dans une période, effectivement, je rappelle, de décolonisation généralisée, d'antiracisme généralisé, d'égalité raciale généralisée. Et c'est pour ça que Israël, de ce point de vue-là, et même le sionisme est un non-sens, parce que le sionisme, ça veut dire qu'il faut inventer c'est ce qu'ils ont cru au début, hein, et où ils ont fait semblant avec les kibbutz, il faut que des juifs acceptent, alors qu'ils sont le peuple du livre, d'être paysans, ouvriers, hein, maçons, et que ça n'a jamais existé, puisqu'il suffit de s'intéresser à l'histoire de la Russie et de la Pologne. Chaque fois qu'il a été tenté ce genre de mutation, c'est-à-dire d'offrir des terres aux populations juives, elles n'ont jamais voulu les travailler, elles se sont débrouillées par des privilèges sur les débits d'alcool pour faire travailler une paysannerie endettée et alcoolique à sa place. Hein. C'est l'histoire de la Pologne, c'est l'histoire d'une certaine Russie. Il suffit de faire de l'histoire et de la sociologie. Donc en réalité, le sionisme est une contradiction par rapport au judaïsme, et c'est pour ça que les juifs d'élite, les juifs les plus intelligents, les plus prétentieux, les plus arrogants, c'est-à-dire pas comme Goldnadel, qui est un goy qui s'ignore, ont toujours été antisionistes. C'est-à-dire que, c'est la phrase d'Attali, il faut considérer les nations comme des hôtels, il n'est pas question de refaire la chambre. Je suis entièrement d'accord avec lui, l'Empire américain a été depuis le départ néfaste. Un jour, je pense qu'on fera un bilan sur tout ce qu'a apporté la mentalité et l'Empire américain, et on se rendra compte que l'Empire américain, c'est un empire lourd. Lourd dans le sens, c'est qu'il détruit tout ce qu'il touche. C'est un empire qui vampirise toutes les nations, toutes les sociétés, toutes les identités qu'il touche. Vous avez eu dans l'histoire des empires qui ont apporté aux populations. Nous, par exemple, on peut dire que l'Empire romain a apporter quelque chose de bénéfique à la Gaule. Et si la Gaule est par la suite devenue un pays unitaire et qu'ensuite est née la France, on peut en partie remercier l'Empire romain qui nous a apporté des choses qui nous ont été bénéfiques que les tribus gauloises n'avaient pas. Alors que l'Empire américain, c'est un empire qui ne se soucie pas des autres, qui vous écrase. Et quand vous résistez, eh bien, on le voit, il vous envoie un tapis de bombes sur la gueule. D'ailleurs, cela ne fonctionne pas. Il faut toujours rappeler que toutes les guerres qu'ont menées les États-Unis, ils les ont toutes perdues. Et effectivement, c'est un empire qui se meurt. C'est un empire qui refuse de voir sa défaite, qui refuse de voir que son empire va se terminer. Et surtout, les réactions américaines, donc de refaire toujours la même connerie, c'est-à-dire envoyer des bombes sur les peuples, eh bien cela ne fait que renforcer et qu'accélérer la fin de l'Empire américain. Et on le voit par exemple au Moyen-Orient où il y a un retour des nations. C'est-à-dire qu'on va mettre l'islam de côté et on va avoir une véritable pensée nationaliste, politique, mais au sens noble du terme. C'est pour ça que contrairement à d'habitude, la région ne s'est pas embrasée. Pourquoi ? Parce qu'ils ont conscience que cela ne va rien leur apporter. Quel est mon intérêt, évidemment, de rentrer dans cette guerre ? Sur Israël, c'est totalement différent. Effectivement, ils ont une vision, eux, religieuse. Nous avons face à nous des fanatiques religieux. Donc une pensée qui échappe à toute logique et qui devrait amener Israël à sa perte. Et je suis d'accord avec Alain Soral, le peuple juif par nature et par sa sociologie, n'avait pas en fait à avoir un pays. On a voulu faire d'un peuple nomade, d'un peuple avec une conscience territoriale et nationale, on le voit aujourd'hui, non seulement ça ne fonctionne pas, mais ils emmènent le monde à sa perte. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.